Bonjour à tous. Quelles sont ces innovations qui s'apprêtent à inonder le marché? Quelles sont celles qui nous promettent un futur qui n'arrivera peut-être jamais mais qui semble merveilleux? Enfin tout ça, on va se poser toutes ces questions dans le grand débrief du CES 2023. Il a refermé ses portes juste dimanche, hier soir. On en parle avec deux personnes qui étaient présentes sur place. Grand débrief du CES 2023. On commencera notamment par une innovation française du côté de la santé connectée. Et puis je vous proposerai une réflexion à nouveau sur TikTok. TikTok, ce sera sans doute cette année 2023. On va voir pourquoi, pour quelles raisons, avec David Lacomblette de la Villa Numéris. Et on terminera par notre chronique Où va le web? Et cette Chine qui se met enfin au NFT. Mais alors pourquoi faire? Ce sera la question à laquelle répondra Eva tout à l'heure. On commence donc par le CES 2023 avec un laboratoire d'analyse médicale dans CVC. Alors, nous avons des personnalités qui sont de retour du CES de Las Vegas et qui vont nous parler dans Smart Tech de ce qu'ils ont trouvé de plus extraordinaire là-bas, mais aussi parfois de plus décevant. Ce sera le débrief des annonces du CES 2023 tout à l'heure avec Thomas Weber qui est en plateau avec nous, directeur associé chez BCG. Bonjour, je sais que c'est pas facile. Bonjour. Avec le décalage horaire dans ce sens-là. Vous êtes rentré samedi soir, donc ça doit être encore un peu compliqué. Bon, ça marche. Ça marche, ça va, super. Et puis on aura aussi avec nous Bruno Gloudillier-Minetti, le consultant technologique qui était également sur place et qui sera avec nous à distance tout à l'heure. Mais on va commencer par se connecter avec Eric Carrel à propos de Withings et son innovation qui a reçu 3 awards au CES. Bonjour Eric Carrel, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Allez, pour la petite histoire, je vais rappeler un peu qui vous êtes. Donc, ingénieur, docteur de l'Université Pierre et Marie Curie, l'auteur d'une 50aine de brevets, membre de l'Académie des technologies. Vous êtes le cofondateur de plusieurs entreprises tech, dont je peux citer le service d'impression Sculpteo, impression en 3D, mais surtout le spécialiste des objets connectés, leader européen de la santé connectée, Withings, que vous avez créé en 2008, qui a été racheté par Nokia en 2016 et dont vous avez repris totalement les rênes en juin 2018. Aujourd'hui, donc, c'est vraiment notre star de la tech en France. Et au CES, vous avez fait une annonce, vous avez dévoilé YouScan, qui est un laboratoire, le premier du genre, un laboratoire d'analyse personnelle, d'analyse médicale et en particulier d'urine connectée pour une utilisation donc à domicile. Alors, on vous savez sur des objets connectés du quotidien, mais plutôt dans un design très soigné, à la façon d'Apple, avec qui vous avez d'ailleurs des liens étroits, les montres, les tensiomètres, les balances, tout ça. Mais alors, qu'en est-il d'un laboratoire d'analyse d'urine? Est-ce qu'on est toujours dans le registre du sexy? Est-ce que vous pensez que ça va permettre de convaincre vos utilisateurs pour son adoption? Alors, déjà, merci pour tout ça. Alors, oui, je pense que c'est très important. Peut-être c'est important de se resituer pourquoi on fait tout ça chez Withings. Vous avez parlé de design soigné, et je pense qu'on a aussi beaucoup soigné le design de YouScan qu'on a présenté la semaine dernière. En quoi c'est important d'avoir ces objets à la maison? En fait, si vous voulez, aujourd'hui, quand on regarde la santé, elle se passe essentiellement en milieu hospitalier ou en cabinet médical. Et ce qu'on voit, c'est que avec le vieillissement de la population, avec le développement exponentiel des maladies chroniques, il n'est pas possible de continuer dans ce registre, puisque au final, les experts considèrent que seulement 20% de la santé est le résultat de ce qui se passe en milieu clinique. Donc on sait bien que la santé de demain nécessitera un accompagnement qui va se passer dans nos vies quotidiennes, un accompagnement qui va permettre de motiver la personne à avoir une vie plus saine et un accompagnement qui va permettre de mettre en lien avec un médecin quand c'est nécessaire et uniquement quand c'est nécessaire. Mais pour ça, on s'aperçoit qu'il est très important que les mesures qui viennent de la vie quotidienne soient faciles à prendre. Autant quand on est dans un hôpital ou face à un médecin, on va exécuter ce qu'il nous demande sans trop poser de questions, faire une prise de sang dans un laboratoire, etc. Autant quand on est chez nous, où on est tous un petit peu fainéants. Et donc, s'il n'y a pas une grande simplicité de prise de ces mesures, on ne le fait pas. C'est pour ça que nous, on travaille beaucoup sur des facteurs de pèse-personne qui, en fait, mesurent bien plus de paramètres que de pèse-personne. En montant sur un de nos pèse-personnes, aujourd'hui, on arrive à mesurer la rigidité des artères, à mesurer l'activité électrodermale, donc notre système nerveux. On arrive à mesurer l'eau intracellulaire, extracellulaire, font des paramètres très profonds.
En portant une montre, ben, on mesure par exemple un électrocardiogramme, un taux de saturation d'oxygène. En dormant sur un de nos capteurs de sommeil, on sait mesurer aujourd'hui l'apnée du sommeil, ce qui est assez fantastique parce que beaucoup de gens souffrent de l'apnée sans le savoir. Et donc, on se demandait comment aller plus loin. Et j'avais rencontré il y a déjà de nombreuses années un urologue qui nous avait dit, mais l'urine est quelque chose d'extraordinaire parce qu'il y a à l'intérieur potentiellement 3000 composés qui représentent un peu ce qui se passe dans notre corps. Et donc, depuis au moins 4 ans, on travaille intensément sur ce produit qu'on a présenté la semaine dernière pour aller chercher des mesures dans notre vie quotidienne. Alors pourquoi on le met dans les toilettes? Parce que c'est toujours cette idée de ne pas demander d'effort. Il suffit d'aller uriner, automatiquement le produit va reconnaître quelle est la personne qui va aux toilettes et va prendre un échantillon d'urine uniquement si c'est le bon moment. Par exemple, typiquement, on va privilégier l'urine du matin qui est plus concentrée et on va pas faire une analyse à chaque fois que la personne va aller uriner. Et donc, une fois qu'on a fait cet échantillon, on est capable de mettre à l'intérieur du produit des cartouches qui sont changées seulement une fois tous les 3 mois, qui vont permettre différents types d'analyses. Alors là, on a annoncé 2 cartouches plutôt grand public, entre guillemets. Une cartouche pour suivre notre alimentation, ce qu'on appelle NutriBalance, et une cartouche plus pour la santé féminine et le suivi des cycles menstruels. Et alors, Mais quand vous nous dites qu'aujourd'hui, c'est l'un des objets connectés les plus pointus, les plus perfectionnés technologiquement sur l'ensemble de votre gamme Withings, pourquoi cela? Pourquoi ça a nécessité 4 ans de recherche? Quelle est la difficulté ici? En fait, il y a de nombreuses difficultés. De nombreuses difficultés qui commencent par prendre un échantillon sans être invasif automatiquement, s'assurer qu'il n'y a pas de pollution d'une fois d'une analyse à une autre, faire des mesures biochimiques, ce qui est nouveau pour WeThings. Jusqu'ici, WeThings était plutôt dans des objets qui intégraient l'électronique. Là, on intègre de la biochimie, donc des analyses très complexes qui nécessitent en fait de travailler très étroitement avec ceux qui vont les fabriquer ensuite. Il y a des complexités liées au temps de conservation des produits, temps de conservation des cartouches, etc. Et puis, tout le système d'analyse du résultat, tout ça dans un volume très réduit. Enfin, le galet, ce produit a une forme de galet totalement circulaire qui fait à peu près 8-9 cm de diamètre. C'est pas beaucoup pour mettre et l'électronique, et l'énergie, et la cartouche, et tous les systèmes d'analyse. Donc, ça nous a effectivement demandé beaucoup de travail. Et alors, ce galet qu'on a vu, il s'accroche en fait à la cuvette des toilettes. Il s'adapte à n'importe quel type de WC, d'ailleurs, vous nous l'avez dit. Mais comment est-ce qu'il va capter l'urine? Parce qu'il est positionné à un endroit. Comment est-ce qu'il va récupérer les signaux, les marqueurs biologiques? Et comment est-ce qu'il fait pour reconnaître justement la personne à qui appartiennent ces urines? Est-ce qu'on laisse en permanence en fait dans ces toilettes? Oui, tout à fait, on le laisse en permanence. Donc, comme vous le montriez sur l'écran, la personne va uriner sur ce galet naturellement sans y faire attention. Et il a une forme d'ailleurs qui est brevetée, qui permet à l'urine de couler dessus et de remonter légèrement juste à l'arrière, là où il y a une partie d'aspiration d'un échantillon, qui est un très petit échantillon. Hein. On a besoin de quelques microlitres pour faire l'analyse. Cet échantillon va ensuite être injecté dans un système biochimique, pour faire l'analyse. On va attendre en général 1, 2, 3 minutes suivant le type d'analyse que la réaction se fasse. Et puis ensuite, on va aller mettre cet échantillon face à un système d'analyse optique pour mesurer le résultat. Et ce résultat, une fois qu'il est connu, il va être automatiquement transmis par Wi-Fi ou Bluetooth à l'application que la personne a dans le smartphone et dans nos serveurs pour confirmer l'analyse et pour la communiquer à son utilisateur. Et confirmer son identité, par quel moyen ça se fait? C'est une analyse qui permet de comparer par rapport aux résultats précédents, c'est ça? En fait, c'est plus avancé que ça. On sait analyser, par exemple, on sait différencier une femme d'un homme qui urine sur le produit. D'accord. Je peux pas vous en dire plus pour des questions de secret
professionnel. Bon, très bien. On voit, excusez-moi Thomas Weber, je sais que ça vous passionne tous ces sujets de santé, mais on voit que là on est vraiment sorti complètement de la vague de gadgets pour la santé connectée. Oui, oui. On est vraiment dans du médical pour le grand public. Oui, on est dans le médical et c'est une tendance que j'ai observée à travers toute la CES. On est arrivé dans le sérieux. Comme vous dites, c'est pas pour les gadgets, c'est pas technologie pour faire du plaisir. Mais c'était aussi le titre de l'exposition. Hein. C'est comment est-ce que la technologie va résoudre les plus gros problèmes du planète. Donc on est dans le sérieux. Et c'est vrai pour la santé, pour le médical, mais aussi pour la mobilité. Et alors, jusqu'où on peut aller, Éric Carrel, en matière de santé connectée, à disposition vraiment du grand public? Jusqu'où on peut aller nous prendre en main notre santé? Et jusqu'où il ne faudrait quand même pas non plus aller pour devenir une sorte de malade permanent en quête du moindre signal d'une maladie? Alors, je pense que la question que vous posez est très, très, très importante. C'est-à-dire que, effectivement, ce qu'on voit, c'est que d'un point de vue collectif et d'un point de vue de la personne, il est très important de pouvoir faire ce qu'on appelle de la prévention, qui est probablement un mauvais mot. Alors dans la prévention, il y a différents types de prévention. La prévention primaire, la prévention pour les personnes qui sont en bonne santé, je dirais. La prévention secondaire pour les personnes qui sont déjà en risque identifié d'une certaine maladie. Et puis la prévention tertiaire pour les personnes qui ont déjà eu un certain nombre de problèmes de santé. La prévention primaire, elle est très difficile aujourd'hui à considérer par les systèmes d'assurance, notamment dans le système français, parce que quelque part, elle crée des coûts supplémentaires pendant un certain nombre d'années avant qu'il y ait un retour sur investissement facile à démontrer. Parce que si on travaille à aider, par exemple, à éviter qu'un nombre de personnes importantes aillent dans une maladie chronique, eh bien, on pourra le vérifier, le qualifier très, très sérieusement au bout de 5-10 ans. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une certaine tendance aujourd'hui au niveau des systèmes d'assurance et notamment des systèmes américains de commencer par la prévention secondaire ou tertiaire qui, elle, est très facile à démontrer. Si, par exemple, quelqu'un qui a déjà eu un problème de santé important et donc il y a un risque plus important d'avoir un second problème de santé, puisque à partir du moment où on rentre dans un problème, par exemple, quand on a eu un problème cardiovasculaire, la probabilité d'en avoir un second est beaucoup plus forte que pour quelqu'un qui n'en a jamais eu. Eh bien, à ce moment-là, on arrive à prouver en un an et demi, un gain substantiel. Donc, oui, ces produits vont apporter énormément à la fois au système assurantiel et à la personne. Mais comme vous le suggérez votre question, il y a un risque qu'on devienne des angoissés permanents. Alors, comment on fait? Eh bien, en fait, il faut vraiment différencier deux choses. Il y a d'un côté, comment je travaille à motiver la personne à partir des résultats que j'obtiens. Et ça, c'est pas facile. Je dois dire honnêtement qu'on a encore tous beaucoup à apprendre. Je crois qu'aucune société dans le monde a trouvé la recette. C'est comment j'envoie des messages, comment j'envoie des informations qui vont à la fois former la personne, ne pas l'angoisser et créer de la motivation. Alors nous, depuis des années, par exemple, on travaille à encourager les personnes à la marche. Vous savez que la marche est probablement le meilleur médicament au monde. Le deuxième meilleur médicament au monde, c'est le sommeil. Et puis après, il y a tous les autres. Mais donc ces deux premiers points, la marche et le sommeil, sont à encourager. Et ça, on sait que c'est des amélioreurs de santé très très forts. Le deuxième sujet, donc au-delà de changer Éric Carrel, les habitudes... très rapidement, s'il vous plaît, on arrive à la fin du temps qui nous est imparti. Pardon, deuxième sujet, c'est justement l'information. Et là, il ne faut pas envoyer de l'information angoissante en permanence. Il faut uniquement l'envoyer quand on sait qu'il y a quelque chose à aller dire au médecin et donc rester comme un espèce d'ange gardien silencieux la plupart du temps. Merci beaucoup, Éric Carrel de Weezing. C'est vrai qu'on pourrait vous écouter pendant des heures, mais on vous réinvitera dans Smart Tech. On va continuer avec notre débrief du CES 2023. Le méga salon des produits technologiques qui vont arriver à disposition du grand public ou qui sont promis pour un futur plus ou moins proche, eh bien, a refermé ses portes tout juste hier dimanche. On va faire ce grand débrief des annonces de ce que mes invités ont retenu de ce salon. Ils étaient sur place. Thomas Weber, directeur associé au Boston Consulting Group, ce grand cabinet pionnier du conseil en stratégie, autrement appelé BCG. Vous êtes, vous, un expert en innovation, en particulier sur tout ce qui concerne la mobilité
urbaine. Vous étiez présent, comme d'autres experts d'ailleurs, du BCG, ce qui vous permet d'avoir une vision assez large de ces grandes tendances, notamment autour de la santé et de l'automobile. Et puis on a avec nous aussi connecté le consultant indépendant en stratégie de communication numérique, Bruno Gloudiel-Minetti. Vous êtes le spécialiste des nouvelles technologies et des médias numériques. On peut vous suivre d'ailleurs très régulièrement sur Twitter ou encore sur votre podcast Mon Carnet. Vous étiez sur place et là on vous retrouve de retour au Canada, c'est ça? Exactement, à Montréal depuis quelques heures. Alors, première question, est-ce que ce monde vu du CES, est-ce qu'il semble plus beau, plus certain, rassurant? Est-ce qu'on est dans un angélisme technologique quand on va au CES de Las Vegas ou au contraire, davantage en prise avec la réalité que par le passé? Bonne question. Donc, personnellement, j'ai trouvé la CES plutôt rassurante, très réaliste, je dirais. Donc, j'ai pas forcément vu... Est-ce que ça va ensemble, ça, rassurant et réaliste? Oui, c'est... Parce que la situation globale mondiale est franchement pas super rose. Oui, Bon. c'est vrai. Non, pour moi, ça va ensemble dans le sens que j'ai pas vraiment vu le grand waouh. Oui. Mais plutôt des innovations incrémentales, mais des innovations réalistes qui se focalisent sur des cas d'usage très concrets, donc qui sont vraiment liés au quotidien et qui ont l'ambition de rendre la vie de chacun un peu plus facile, un peu plus simple. Donc, dans ce sens-là, je pense que c'est réaliste, mais aussi positif. Donc, j'ai quand même senti un esprit positif à essayer à trouver des solutions pragmatiques pour les problèmes, pour les défis que nous avons dans le monde. Donc en prise avec la réalité, mais évidemment avec un certain technosolutionnisme qui redonne espoir. Oui. Alors je voulais poser la question aussi à Bruno de son côté. Est-ce qu'il a eu le sentiment qu'on retrouvait une activité de CES pré-pandémique, je dirais? C'est intéressant que vous souleviez la question parce que c'est justement la réflexion que je me suis fait. Je pense qu'on peut parler d'un CES avant la pandémie et après la pandémie. Et je m'explique, c'est que celui que j'ai vu déjà l'an dernier, hein, la petite édition, là, où il y avait seulement 45 000 personnes, comparativement à celle-ci où les derniers chiffres là, officiels, c'est 115 000 personnes, on sent que les gens qui sont venus exposer, il y en avait 3 200, sont dans le plus concret. J'aime bien votre expression solutionniste, mais on sent moins d'inspirationnel. On est beaucoup plus dans des solutions très concrètes. Il faut croire que les dernières années ont obligé les entrepreneurs à mettre les deux pieds sur terre et réfléchir à des solutions qui allaient être pertinentes. Et bien que, pour la première fois, les organisateurs du CES avaient évoqué un thème à cette édition-là, et donc ça devait être une édition qui était tournée vers le futur et quelque chose de respectueux par rapport à l'environnement, bien là, je pense qu'on a été gâtés parce qu'il y avait justement des choses qui étaient très concrètes et qui étaient très éco-responsables pour la plupart des cas. Alors, par quoi va-t-on commencer parmi les annonces et ce que vous avez repéré? Je ne sais pas si c'est plus éco-responsable. En tout cas, il s'est passé quand même beaucoup de choses autour de la mobilité, autour de l'automobile. Il va ressembler à quoi ce futur de l'automobile? Qu'est-ce qui vous a marqué? Bon, peut-être juste un mot. J'ai marqué qu'il y avait beaucoup de présentations, des annonces qui ont dit que la mobilité du futur, ça va être clean, safe, affordable. Et je trouve ça intéressant. Donc, parce propre, sûr, abordable. Abordable, mais j'ai trouvé ça intéressant parce qu'il y avait quelques ans, on a toujours dit ça va être électrifié, autonome, partagé. Ouais. Donc, on a toujours mentionné la techno. C'était une vue très focalisée sur la techno. Si on dit aujourd'hui c'est propre, c'est abordable, etc., c'est beaucoup plus focalisé sur l'utilisateur. Donc, on donne du sens à la technologie. Hein. Donc, c'est un changement assez fin, mais remarquable, je pense, dans la communication. Donc, mais plutôt, ça va être, comme vous avez dit, ça va être propre, ça va être autonome. Donc, Alors, autonome, par exemple, qu'est-ce que vous avez vu de particulièrement autonome? Moi, j'ai remarqué un bateau, notamment. Un bateau électrique autonome. Oui, tout à fait. C'était présenté là.
le bateau autonome. Donc, et je suis complètement d'accord avec Bruno. Donc, c'est très concret, des innovations très concrètes. Donc, on n'a pas vu une voiture au niveau 5 d'autonomie. Non. On a vu des applications niveau 3, mais des cas d'usage très concrets, comme lane change, donc parcourir sur l'autoroute et un changement des fils automatisés. On a vu des technologies aujourd'hui qui font de la prédiction du comportement. C'est intéressant parce que c'était premièrement pour une voiture autonome, je vais détecter qu'il y a une personne. Donc, c'est détection d'une personne. Maintenant, c'est l'intelligence et aussi l'intelligence artificielle et beaucoup de machine learning pour prédire, faire une prédiction du comportement. Est-ce que cette personne est en risque? Est-ce que c'est un facteur de risque? Donc, est-ce que la personne va sauter sur la route ou pas? Donc, c'est un changement assez fin, mais important et remarquable. Donc, ce n'est pas seulement constater un fait, il y a une personne, mais investir dans la prédiction, est-ce que cette personne va poser un risque ou pas? Donc ça, ce sont des innovations, comme j'ai dit, incrémentales, donc pas waouh, mais importantes pour avancer la techno. Ouais, je vous ramène vers le waouh quand même, ce bateau. Donc Oui. c'est Candela qui le propose, un C8 EV, donc électrique, qui navigue sur l'eau, mais au-dessus de l'eau en fait, grâce à ses foils. Qu'est-ce qu'on a vu encore? On a vu une voiture volante quand même chez Aska. La 5, voiture volante, alors il faudra quand même débourser 789 000 $ si on veut l'acquérir. Mais qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un prix? Ça veut dire que ça peut arriver sur le marché assez rapidement. Bon, Depuis le temps qu'on en parle. Oui, les voitures volantes. Il y aurait des autorisations de vol aux États-Unis dans un mois. Oui, et je pense qu'il y a probablement des cas d'usage pour ça, donc ça va aussi arriver dans la réalité, mais ça va rester une partie tout petite de la mobilité, effectivement. J'ai vu aussi une voiture Sony qui est annoncée avec Honda, où là on se projette plus en 2026. Elle s'appellera Afeela. Afeela, oui. C'est intéressant de voir C'est très intéressant. Et, un opérateur technologique comme Sony se relancer dans des projets aussi grands. Oui, ça c'est vraiment intéressant et on peut aussi solliciter l'opinion de Bruno là-dessus, mais je trouve ça très remarquable que Sony n'a pas présenté une télé ou quelque chose d'autre dans la tech, mais présenté une voiture. Et en gros, la CES, c'est devenu la grande exposition de l'automobile. C'est le nouveau salon de l'auto. Ouais. Absolument, a pris beaucoup de place et même Sony s'impose maintenant sur l'automobile. C'est très intéressant et aussi la rapidité, la vitesse de monter cette voiture. C'est impressionnant. Alors oui, on va vous demander votre avis, Bruno, sur cette présence étonnante de Sony sur le secteur de l'automobile. Oui, ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est la 3e année que Sony arrive avec quelque chose dans le monde de l'automobile. En 2019, Sony avait fait peur aux gens en leur disant que nous pourrions être intéressés à être présents dans le monde de l'automobile. Ça avait eu quelques secousses, notamment à Détroit. L'an dernier, on nous avait présenté 2 modèles, 2 prototypes. Et là, ça avait l'air à avoir sérieux. Mais là, évidemment, cette année, ce qu'on voit, c'est le résultat d'un partenariat entre Sony et Honda, 2 marques qui sont tout de même bien connues à travers la planète. Et donc là, c'est du sérieux. Et vous le disiez, vous avez évoqué 2026. On parle d'une commercialisation au printemps 2026. Alors évidemment, ça, c'est intéressant. Si on revient, bon, évidemment, moi, je suis à Montréal, et quand on regarde le CES cette année, avec 300 exposants, c'est devenu le salon de l'auto le plus important d'Amérique du Nord. Et ça, c'est pas banal pour des Américains qui tiennent ça chez eux. On vient de déclasser Détroit, qui de toute façon commençait à être le fantôme de lui-même. Même chose pour Los Angeles. Alors ça, c'est important. Et ça fait partie de la diversification du CES pour survivre, pour vivre encore. Et je reviens au clin d'œil que vous faisiez par rapport au transport maritime. Il faut quand même remarquer, il y a Thomas qui parlait de Sony qui ne présentait pas de téléviseur. Et ça a fait bien sourire les gens qui ont remarqué la chose. Mais du côté de Hyundai, on présentait un énorme bateau autonome. On parlait de technologie de navigation maritime autonome. Et ça non plus, c'est pas banal. Avec Hyundai HD, il y a un positionnement qui est en train de se faire. Alors après, il y a les usages aussi dans l'automobile. On a vu arriver possiblement là ce cloud gaming dans la voiture. C'est Nvidia qui proposera ce service. Alors,
pour le conducteur lorsque la voiture est garée, quand on patiente, ou alors pour les passagers à l'arrière. Ça vous semble ça un marché intéressant ? Tout à fait, oui. On a vu beaucoup des cas d'usage, un peu de mélange de la réalité et de la réalité augmentée dans les voitures. Donc, ce n'est pas uniquement le gaming qui était affecté, mais ce sont aussi des gros écrans, utiliser des vitrages comme espace de projection. Donc, on a en effet, même pour la conduite, un mélange de la réalité augmentée dans la voiture. On a aussi et je reviens un peu dans cette direction des innovations pratiques. J'ai vu plusieurs voitures où vous pouvez éliminer le volant. Ouais. Pour avoir un grand écran, comme vous dites. Vous faites une pause, on remonte le grand écran pour regarder un film ou pour faire du gaming. Donc ce sont des petites innovations qui rendent la voiture un peu plus comme le salon à la maison. Et moi, je pense qu'il y a une vraie attente, une vraie demande, parce que j'en vois déjà qui jouent en voiture. Ouais. Bruno, qu'est-ce que vous avez vu aussi du côté de l'informatique plus classique ? Qu'est-ce que vous avez repéré ? Ah ben écoutez, c'est sûr qu'il y a une vague d'annonces qui ont été faites, notamment du géant Samsung, et qui, lui, arrive avec des différentes solutions, évidemment, pour différents besoins à la maison. Mais ce que j'ai beaucoup apprécié, et il y en a d'autres qui le faisaient auparavant, mais là, de voir un géant arriver comme ça, c'est dans la personnalisation de l'équipement, j'allais dire, domestique, là. Et on parle de l'informatique parce que maintenant, tout ce qui est électroménager, c'est purement électronique, hein. Maintenant, vous avez le système de réfrigération qui est encore mécanique, là, mais sinon, le reste, c'est d'électronique. Et donc, vous avez du côté de Samsung tout ce qui est système qu'on trouve dans la cuisine, qu'on retrouve pour la gestion de l'entretien ménager. Maintenant, tout ça est très personnalisable. Et ça, c'est quelque chose que par le passé, on ne voyait pas nécessairement jouer. Il y avait des petites entreprises qui tentaient d'être dans un marché niché, mais là, on veut vraiment permettre à tout le monde, probablement parce que les dernières années, on a passé beaucoup de temps à la maison. Alors, Samsung veut, lui, profiter de ce regain d'énergie et d'intérêt à investir pour le chez-soi. Alors, il y a tout ça qui est intéressant. Sinon, bien évidemment, il y a tout ce qui entoure le jeu. Vous parliez du jeu vidéo. Et petite anecdote, d'ailleurs, quand je suis arrivé à Las Vegas, le chauffeur de Tesla qui est venu me chercher à l'aéroport, lui, lorsque je suis embarqué dans la voiture, il restait encore un écran d'une partie qu'il était en train de jouer en m'attendant. Et ça, ça prédit l'avenir, hein? Ça le démontre même. Mais donc, c'est ça. Alors, il y a beaucoup de choses pratiques qui sont virées vers le divertissement à la maison, que ça passe par la vidéo ou que ça passe par le jeu vidéo. Mais on est vraiment... Je pense que les 2 dernières années ont vraiment marqué l'imaginaire des géants et des moins grands de l'électronique. Et on veut énormément investir dans la maison, autant la partie divertissement ou de vie à l'intérieur que même le télétravail. Il y a beaucoup d'entreprises qui présentaient des solutions dans le domaine du télétravail pour améliorer les conditions de vie dans le domaine du travail à la maison. Oui, j'ai vu un bureau vélo. En fait, on peut faire du sport tout en travaillant. Voilà, je ne sais pas si on n'est pas quand même dans le registre du gadget, parce que les vélos d'appartement, on en a tous plein dans notre garage, hein, surtout. Côté PC portable, moi j'avais quand même noté Alienware qui présente le PC portable le plus fin du monde. Alors évidemment, ça fait un peu grimper les prix. On est plutôt autour de $1 800. J'ai remarqué aussi le Lenovo, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, hein, le nouveau Yoga Book 9i avec ses 2 écrans modulable. Ouais, vous voyez, moi, ce qui a attiré plus mon attention du côté de chez Lenovo, c'était le Think Phone. Et ça, c'est intelligent de leur part et ça mise vraiment sur le marché du travail. Donc, les grands entrepreneurs, les grandes entreprises qui achètent là, en grand volume les ThinkPad, ben là, ils viennent de décider de se lancer. C'est Motorola qui est derrière cette histoire-là, hein, et ils viennent de lancer le Think Phone, qui est la copie conforme d'un ThinkPad, mais en mode téléphone. Ça roule sur Android. Et j'avoue que c'est un bon flash. J'ai hâte de voir si les entreprises vont acheter ça. Mais chose certaine, j'avais l'impression de revenir un peu à l'époque de BlackBerry, où il y a des appareils qui sont là pour le travail. Et bien là, le Think Phone va vraiment se cantonner dans ce marché-là. Alors, il y aura probablement de l'intérêt. On va falloir voir.
Il y a aussi chez Asus avec un PC portable qui permet d'afficher de la 3D sans lunettes. Là aussi, on est plutôt sur le secteur professionnel. Hein. Mais d'ailleurs, dans l'affichage, bon alors quand même c'est le CES, donc le CES c'est le salon de l'affichage historiquement des télés. On a vu des choses assez jolies aussi hein, du côté de Samsung, son projecteur. Ce projecteur gigantesque, alors où là l'appareil est non plus derrière nous mais vraiment en dessous et avec un effet assez extraordinaire. Et puis tout ce qui est technologie d'écran enroulable, étirable. Est-ce que vous pensez qu'on a des usages concrets qui vont arriver avec ces écrans enroulables? Ou ça reste encore des technos pour le futur, pour s'amuser? Ben non, moi j'ai l'impression que c'est des marchés qu'on est en train de développer. Vous voyez, Samsung est en train de travailler fort, mais c'est pas les seuls. Hein. Il y a LG aussi qui fait ça. Ce que vous parlez des projecteurs presque muraux, là, tellement ils sont collés sur les murs et qui projettent donc sur le mur devant eux. Ça, c'est un marché qui est là justement en fonction des plus petits appartements. Auparavant, les gros projecteurs, ils étaient accrochés au plafond et ça prenait des grandes pièces. Mais maintenant, peu importe le volume de votre pièce, vous pouvez l'installer au pied de votre mur et ça donne quelque chose d'intéressant. Il y a le marché des moniteurs extérieurs aussi qui a été développé, qui était bien en place pendant le CES. Et puis, vous avez aussi le marché des petits projecteurs pour le divertissement. Et ça, je vais encore parler de Samsung, là, mais c'est intéressant parce qu'il y avait le projecteur qu'ils nous ont présenté l'an dernier, le Freestyle, qui maintenant peut être doublé et nous permettre d'avoir un écran de taille de cinéma, mais à la maison. Mais là, on parle vraiment de plus de 100 pouces là, comme écran. Et c'est assez bluffant parce que les deux projecteurs sont capables de se synchroniser et donc de permettre d'avoir une expérience intéressante au mur. On a vu la TV OLED aussi, hein, 97 pouces, c'est assez impressionnant, sans aucun fil en plus. Bon, ça c'était le petit bonus de cette année. Est-ce que vous avez le sentiment aussi, parce qu'on a parlé des applications professionnelles, qu'on était davantage sur alors, du grand public, mais aussi adresser cet écosystème B2B? Oui, absolument. J'ai eu l'impression que c'est devenu plutôt vraiment une exposition B2B. Si je reprends un peu le fil sur la mobilité, la mobilité du futur, ça va être défini largement par le logiciel. Et tout le monde partage une certaine vision, comment ça se figure, mais personne ne dispose de toutes les compétences pour le faire soi-même. Il va falloir les écosystèmes, il va falloir les partenariats, les collaborations entre les constructeurs, les fournisseurs, la big tech, les startups, même les utilisateurs qui peuvent construire du contenu pour les voitures. Donc, en gros, je pense qu'il y avait le sentiment qu'il faut attaquer ces défis ensemble et vraiment chercher des nouvelles collaborations dans le monde. Bruno, un mot de conclusion sur ce CES 2023. Est-ce que vous en retenez? Ben écoutez, je vais aller dans le sens de Thomas. Il y a eu des partenariats plutôt surprenants qui ont été dévoilés. Notamment, je reviens à Sony, qui a quand même fait appel à Epic Games, qui est l'éditeur du jeu Fortnite, pour développer sa nouvelle voiture. Alors, moi, vous m'auriez dit ça juste l'an dernier, je ne l'aurais pas cru. Mais il y a donc un savoir-faire qui n'est pas dans des domaines connexes, qui maintenant se voit réuni pour des projets. C'est une bonne nouvelle. Écosystème donc plus large. Hein. Oui. Merci beaucoup à tous les deux. Bruno Gloudiel-Minetti qui était en direct du Canada de retour du CES et Thomas Weber du BCG Paris qui était également de retour de Las Vegas. On se retrouve juste après la pause. Cette fois, on va partir un petit peu du côté de la Chine. On va reparler de TikTok. C'est le retour en plateau de Smart Tech, votre émission sur Bismart, sur l'innovation et le numérique. Et puis le numérique, évidemment, c'est une question absolument humaine que l'on traite régulièrement avec David Lacomblède, le président de la Villa Numéris. Bonjour David. Bonjour Delphine. Alors, on est en plein dans les vœux. La nouvelle année 2023, à quoi va-t-elle ressembler? Vous nous dites, ça va être l'année TikTok. Donc d'origine chinoise, cette application mobile a été la plus téléchargée au monde en 2022, plus de 650 millions de fois sur iPhone ou Android. Donc on est devant Instagram, WhatsApp. Et il vous semble que son essor va continuer, galopant même. Est-ce que TikTok est à ce point irrésistible? Bienvenue dans le royaume de la vidéo courte. Effectivement, on est avec une application qui passait du 7e rang des applications les plus téléchargées il y a 2 ans. À la première, en 2022, ce sont plus d'1,2 milliard d'humains qui l'ont téléchargé au moins une fois. Un Français sur 4, 15 millions environ, l'ont téléchargé.
Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde est acteur. TikTok, ce sont des vidéos. Il faut préférer d'ailleurs le format très court, 15 secondes, et vous mettez en scène, vous devenez le rédacteur en chef de votre propre vie, avec des vidéos qui ne volent pas toujours très haut, il faut bien l'avouer. Les blagues sont privilégiées. Et il y a beaucoup de pas de danse également. C'était l'origine même de cette application en 2016 qui s'appelait Bitly à l'époque. Et c'est de faire des petites chorégraphies à l'envie et voire à satiété. D'ailleurs, je vous renverrai. Là, depuis le début de l'année, on a cette danse Bloody Wednesday qui est la reprise d'une série sur Netflix. Et tout à chacun, individuellement, en groupe, la reprend. Il manque que votre chorégraphie, Delphine. Il va falloir patienter encore un petit peu, David. Est-ce que c'est le type de format vraiment très court qui, selon vous, explique à lui seul le succès de TikTok ? Qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. Alors c'est vrai que le format court permet, comme dans un apéritif finalement, d'en prendre beaucoup au risque de se rassasier et d'oublier de passer au repas. Au-delà, c'est vrai que ces vidéos avec beaucoup de pas de danse ont un avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de dialogue et donc elles sont comprises par tout le monde sur toute la planète. Mais il faut bien voir qu'au-delà, il y a de véritables prouesses technologiques. Vous avez une régie intégrée dans votre mobile qui vous permet de monter rapidement vos vidéos, d'y ajouter des filtres. Et ce n'est pas que des filtres de couleurs, ça peut être le fait que vous mettiez des objets virtuels sur vous-même, pourquoi pas des couronnes en ces temps de galettes par exemple. Et puis, il y a un algorithme tout à fait fabuleux. Vous mettez un mot dans le moteur de recherche et vous êtes cerné. Très vite, vos goûts sont devinés et donc flattés, et on vous sert prioritairement les vidéos que vous préférez, et vous pensez y passer quelques minutes et vous y restez 1h15. C'est le temps moyen que les Français y passent désormais. Pour ceux qui y sont abonnés, vous êtes véritablement scotchés. La fameuse stickiness, si chère au directeur marketing, et si importante dans un marché mondial de l'attention. 1h15 quand même. Alors, TikTok, c'est quand même la toute jeune application qui vient défier les historiques, on peut les appeler comme ça maintenant, Facebook, Twitter ou Instagram. Est-ce qu'il va y avoir comme ça, pendant longtemps encore, de la place pour tout le monde ? D'autant plus qu'il y a aussi les acteurs traditionnels, je pense à la télé, à la presse. Alors, 7h15 passée, il faut bien la prendre quelque part. Si vous regardez les chiffres Mediamat des audiences télé de 2022, on est quand même sur une baisse d'audience au cours des 2 dernières années de 30 minutes. Les Français regardent beaucoup moins la télévision, quel que soit leur âge, et on est désormais à 2h26 par jour en moyenne. Alors c'est une moyenne et c'est au quotidien, mais c'est vrai que des audiences fabuleuses comme celle de la finale de la Coupe du Monde sur TF1 qui réunit 24 millions de Français ne sauraient constituer un arbre qui cache une forêt de plus en plus clairsemée. On le voit bien, aucune place n'est acquise. Facebook tente un nouveau modèle économique autour du métaverse. Twitter tente de passer au premium et à la vente même de son accès et à une super app. Et donc ça veut bien dire qu'effectivement, il y a un gâteau dont on voit bien qu'il ne pourrait pas être découpé en parts indéfiniment et qu'il faut trouver d'autres sources de revenus. Les chiffres de la publicité sont éloquents. Pour la première fois depuis plus de 10 ans, les 2 leaders mondiaux de la publicité que sont Google et Meta, donc Facebook, sont passés sous la barre des 50% à eux deux des revenus publicitaires digitaux. TikTok, c'est quand même 10 milliards d'euros de revenus publicitaires en 2022, et donc on imagine bien que ça fait des envieux. En France, on estime que le chiffre d'affaires est de 30 millions d'euros selon une information du site Les Informés. C'est un chiffre d'affaires qui a été multiplié par 10 en un an. Alors pourtant, tout n'est quand même pas simple pour TikTok. On l'a évoqué dans Smart Tech la semaine dernière. Il y a des voix politiques aux États-Unis qui s'élèvent pour aller jusqu'à réclamer son interdiction aux États-Unis. Donc ça ne va pas être complètement rose là, cette année 2023. Alors, c'est une application qui est née en Chine. D'ailleurs, c'est la seule application née en Asie qui connaît un rayonnement international avec autant de succès.
Mais effectivement, qui dit Chine dit suspect. Et effectivement, cette application est suspectée d'organiser le transfert des données de ses utilisateurs vers la Chine. Et la surveillance de journalistes, juste avant les fêtes, en tout cas, admise à mots couverts par TikTok, n'arrangera pas les choses, puisqu'ils sont allés essayer de débusquer quels étaient leurs contacts pour tenter de trouver une taupe en leur sein. Du côté des États-Unis, il y a une loi bipartisane qui a été adoptée avant les fêtes également pour tenter d'aller interdire TikTok. Les mobiles gouvernementaux, désormais, sont interdits de le télécharger, par exemple. Et en France, on l'a vu effectivement sur votre plateau la semaine dernière, les positions sont un peu plus nuancées, ne serait-ce que parce que c'est difficile à mettre en œuvre d'un point de vue juridique et technologique. Il faut bien voir aussi que politiquement c'est sensible, parce que ça sera envoyé quand même un message très négatif aux plus jeunes. Quand vous voyez qu'Emmanuel Macron a 4 millions d'abonnés ou Jean-Luc Mélenchon 2 millions, on peut imaginer qu'ils vont réfléchir 2 minutes avant de se couper d'une telle audience. Alors si 2023 sera l'année de TikTok, on peut deviner qu'elle sera chahutée effectivement. Merci David Lacomblette de la Villa Numéris. Vous restez avec moi, on part pour notre chronique Ovale Web. Ça y est, la Chine se lance dans les NFT. On écoute Eva. La Chine se lance dans les NFT. Le gouvernement chinois a annoncé à l'occasion du 1er janvier qu'il lançait sa propre plateforme. On n'en sait pas beaucoup plus à ce stade, mais 3 entités seront à la manœuvre. 2 publiques, China Technology Exchange et Art Exhibition China, et une privée, Uban Digital. La plateforme repose sur une blockchain baptisée China Cultural Protection Chain. Elle permet donc aux 1,4 milliard d'habitants d'acheter une œuvre numérique. À une différence près, cette plateforme ne permet pas l'utilisation de crypto-monnaies. Et oui, en Chine, les NFT sont définis comme des objets de collection numérique. On ne peut donc les acheter qu'avec de la monnaie fiduciaire, euros, dollars ou yens. Même sans crypto, cette démarche reste tout de même un grand revirement pour le pays qui était jusque-là plutôt anti-Web3. Rappelez-vous, la Chine bannissait il y a moins d'1 an l'utilisation des crypto-monnaies sur son sol par peur de spéculation. Finalement, fin novembre, un tribunal chinois a reconnu les NFT comme des actifs protégés par la loi, au même titre que les objets achetés sur des sites de e-commerce, par exemple. On attend maintenant de voir, en cas de succès de cette nouvelle plateforme, si la politique de la Chine sur le Web3 peut davantage évoluer. Eh ben, on reste sur ce sujet de la Chine ensemble, David Lacomblette. Juste petite précision sur le nom de TikTok oui, à ses sûr. débuts. C'est ByteDance. Voilà, le nom de la maison mère aujourd'hui. Bon, parce que Bitly, on aime bien. C'est un raccourcisseur d'URL, exactement. Merci à tous de nous suivre dans Smart Tech. C'était le grand débrief du CES 2023 aujourd'hui. Et puis, on a ouvert sur ces questions autour d'un autre géant de l'autre côté. Il faut regarder l'autre côté. C'est du côté de l'Asie avec TikTok. David Lacomblette de la Villa Numéris, merci encore pour vos chroniques. C'était Smart Tech. On se retrouve demain pour la suite.